Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information ce soir. Édition que nous ouvrons par ces consultations de la diaspora dans le cadre de ce grand dialogue national annoncé au Cameroun par le chef de l'État Paul Biya qui devrait se tenir du 30 septembre au 4 octobre prochain. Les éléments de la brigade anti-Sardina exigent par conséquent la libération du professeur Maurice Kamto et de ses compagnons, tout comme les leaders séparatistes qui ont été interpellés dans le cadre de la crise dite anglophone avant le début de ce grand dialogue national. Ce mouvement qui est né au lendemain du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a par ailleurs perturbé les consultations qui ont eu lieu à l'ambassade du Cameroun en Allemagne. C'est à Berlin. Jean-Jamais Yedna. Du grabuge à l'ambassade du Cameroun à Berlin, en Allemagne, la brigade anti-sardinard d'Abbas, branche du Deutschland, de pays d'Angela Merkel, interrompt la réunion de consultation convoquée par l'ambassadeur en place. Pour les membres de l'Abbas, ce mouvement de revendication, né au lendemain de la dernière élection présidentielle au Cameroun, pas de grand dialogue national sans préalable. Ils exigent la libération sans condition du président du MRC, le professeur Maurice Kamto et compagnie, ainsi que le leader des séparatistes, Sissoko Julius Ayuk-Tabe et toute sa bande, écroués dans les prisons au Cameroun. Si on doit avoir un consensus, moi je pense que nous ne pouvons pas être ici en train de discuter alors que des gens sont enfermés au Cameroun. Qu'on nous dise au moins pourquoi ces gens-là sont enfermés. Ayons un peu une lueur d'humanité en nous. Et qu'on se dise pourquoi ces personnes-là sont enfermées. Pourquoi Ayuk-Tabe, pourquoi Maurice Kamto, il est enfermé. Pourquoi toutes ces personnes-là sont enfermées. Je pense que c'est une condition pour qu'il y ait un dialogue. Moi, j'aimerais que nous, ici, puisque vous avez parlé de consensus, qu'on ait ces consensus-là, qu'on demande aux gens qui dirigent notre pays de libérer ces personnes-là et qu'on aille au dialogue national. C'est la raison pour laquelle nous disons non à ce dialogue. Ce dialogue n'a pas lieu d'être tenu aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas de dialogue, appelez tout simplement la police. La police nous met dehors. Nous, on va quitter. On quitte tout simplement. C'est dans cette ambiance particulièrement tendue à la représentation diplomatique du Cameroun en Allemagne que la délégation, conduite par le docteur Diane Achamofor, dépêchée par le Premier ministre, chef du gouvernement en Europe, pour recueillir les propositions des Camerounais de la diaspora dans la perspective du grand dialogue national, s'est retrouvée ce samedi 21 septembre. Et aux dernières nouvelles, apprend-on, après ce vaste mouvement d'humeur, tout serait rentré à l'ordre, ce après le départ des membres de l'Abbas. Et la consultation s'est finalement tenue, malgré une infime partie des Camerounais vivant en Allemagne, qui ont répondu à l'appel de l'ambassadeur. Les mêmes membres de la brigade anti-sardinard envisagent remettre leur mouvement ce mardi 24 septembre à l'ambassade du Cameroun à Paris en France, où est prévue une rencontre similaire avec des Camerounais vivant au pays d'Emmanuel Macron en vue de recueillir leurs propositions pour la grand-messe du dialogue national.
Des consultations en amont qui se poursuivent dans la perspective de la tenue de ce grand dialogue sans exclusive annoncé par le chef de l'État. Un balai incessant de délégations a été observé à la primature de Yaoundé, des chefs traditionnels, autorités religieuses, des créateurs de richesses en passant par l'ordre des médecins, des avocats du Cameroun, mais également quelques auxiliaires de justice sont tous déposé leurs propositions sur la table du docteur Joseph John Gouté, Premier ministre du gouvernement de la République du Cameroun. Frédéric Moutomé. Pas de répit pour Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement par ailleurs, coordinateur du grand dialogue national impulsé par le chef de l'État, Paul Biya. À l'immeuble Étoile, siège de la primature à Yaoundé, les délégations se succèdent. L'association des chefs traditionnels du Cameroun, représentée par une trentaine de têtes couronnées, les différents syndicats des travailleurs du secteur du transport terrestre, aérien et maritime, les enseignants du supérieur, les représentants des formations politiques dont le MDR de Daïko et Daïsala, l'Ordre national des médecins du Cameroun, l'Ordre des avocats du Cameroun qui plaide pour le respect des robes noires, notaires et huissiers de justice du Cameroun ne sont pas en reste dans cette série de consultations, tout comme la Confédération des recteurs des universités d'État. Ce chef de gouvernement nous a rappelé notre rôle, cette fonction de ramener la paix de cœur, d'espoir, de conciliation, de stabilité du Cameroun. D'une urgence extrême, le MDR, au nom de considérations supérieures pour permettre au pays de continuer à être géré rationnellement. Nous avons essayé de proposer au gouvernement la sortie des crises. Et nous avons même jusqu'à aller proposer un atelier sur la réconciliation. Nous avons été affectés dans l'exercice, dans la sécurité, dans l'accès aux soins, dans l'accès à tous les biens et services. Nous avons prévu dans le cadre de la reconstruction, proposer à Monsieur le Premier ministre des éléments pour éviter à l'avenir de ce type de crise. Nous avons aussi suscité que soit impliqué dans le processus de ce dialogue le barreau du Cameroun pour restituer à l'attention des Camerounais la place du barreau. Il serait nécessaire d'accentuer la sensibilisation à la diversité culturelle du système juridique. Le national des huissiers de justice lui a présenté un certain nombre de doléances, lui a présenté un certain nombre de préoccupations. Il faut envisager une université camerounaise pour la bâtir autour du Cameroun, autour des Camerounais, comme fondement essentiel du développement du Cameroun. Chacune des délégations, au terme des entretiens avec le Premier ministre chef du gouvernement, dépose sa proposition pour le grand dialogue national prévu à la fin du mois de septembre 2019 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Rappelons que d'autres délégations sont reçues depuis ce lundi 23 septembre 2019 à l'immeuble Étoile à Yaoundé pour cette dernière ligne droite des consultations avant le dialogue proprement dit. Parlons à présent de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et qui pourrait constituer l'un des sujets majeurs de ce grand dialogue national qui est annoncé à Yaoundé dans les tout prochains jours. Des allégations de torture imputées à l'armée du Cameroun pourraient saper les efforts du gouvernement. D'ailleurs, à ce sujet, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a effectué une sortie médiatique. Le MINCOM a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale sur ce rôle du corps d'élite de l'armée du Cameroun qui a pour vocation première de protéger les biens et les personnes. Praxet Toulou. Le gouvernement camerounais a pris connaissance d'un ensemble d'allégations mensongères et de contre-vérités diffusées dans certains médias internationaux et tendant à jeter le discrédit de façon générale sur les forces nationales de défense et de sécurité et singulièrement sur le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Il est fait état entre autres de ce que le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de 5000 soldats, est soupçonné de pires exactions dans des chambres de torture secrètes. Le bataillon d'intervention rapide, il faut le redire sans ambages, est une unité d'élite qui s'est toujours illustrée par la qualité de ses troupes, par sa bravoure
par son efficacité et par ses hauts faits sur tous les théâtres d'opération où elle a été appelée à se déployer. Aussi, le gouvernement, par ma voix, entend-il réitérer aux forces nationales de défense et de sécurité toute l'estime du peuple camerounais et la très haute confiance du chef des armées, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Après 5 jours de suspension du port de l'arabe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux sur l'ensemble du triangle national, les avocats ont bel et bien repris leurs activités dans les salles d'audience, comme le confirme cet élément qui porte la signature de Frédéric Moutamé et d'Étienne Monté. Les robes noires des avocats de nouveau visibles dans les salles d'audience du triangle national. Ce lundi, ces auxiliaires de la justice ont repris le chemin des tribunaux et cours, une semaine après le débrayage observé à la suite du mot d'ordre de suspension du port de la robe par le Conseil national de l'ordre des avocats du Cameroun. Au quartier administratif de Bonandio, dans l'arrondissement de Douala, premier siège du tribunal de première instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel du littoral, magistrats et avocats sont au rendez-vous des audiences. Les uns assurant la défense des intérêts du ministère public et d'autres veillant scrupuleusement aux diligences et à la défense des intérêts de leurs clients respectifs, à savoir les justiciables. L'avocat fait partie d'un des maillons essentiels du service public de la justice. Ce matin, par exemple, à la reprise, on a vu des justiciables qui se sont présentés eux-mêmes devant des magistrats et il y a eu comme un problème de communication. L'avocat a su un grand relais dans la matérialisation de la justice et des justiciables. Donc le préjudice est énorme parce que le secteur judiciaire a ses règles que le commun ne comprend pas facilement. L'on dit qu'on veut aller au paradis, tout le monde souhaite aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Vous comprendrez que si les Camerounais sont conscients que leurs droits, que leurs libertés fondamentales sont menacées, ils devraient comprendre les premiers, n'est-ce pas, l'action des avocats, qui n'est pas une action pour l'intérêt personnel des avocats, mais qui est plutôt une action pour tout le peuple camerounais, qui aujourd'hui a mal à sa justice, qui aujourd'hui souffre dans l'expression de ses droits et libertés fondamentaux. Pour les hommes en robe noire rencontrés ce lundi dans les tribunaux et cours, le débrouillage de 5 jours observé sur le plan national leur aura été plutôt bénéfique, à plus d'un titre. Durant ces 5 jours, nous avons travaillé intensément dans nos cabinets respectifs. Nous recevions les justiciables et nous faisions tout ce que nous avons l'habitude de faire, des consultations. Nous préparions des écritures, nous préparions des actes que nous faisions servir par des huissiers. Donc le travail a continué normalement. Malgré la reprise de ce lundi, 23 septembre 2019, les avocats, membres du Conseil de l'Ordre national des avocats du Cameroun, restent sur le qui-vive car le spectre d'une nouvelle grève et suspension de la robe noire continue de planer, étant entendu que les doléances posées et dont des ébauches de solutions annoncées par les pouvoirs publics sont encore à être évaluées à travers leur mise en œuvre effective sur le terrain et donc de restituer à l'avocat toutes ses lettres de noblesse. Vous vous en souvenez certainement, c'était en novembre 2018, le président de la République Paul Biya a annoncé par voie de communiqué presse, signé par le ministre secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongor, le recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires d'un doctorat ou PhD. L'opération devait être lancée dès cette année académique 2019 au Cameroun et pourtant rendu à plus d'un mois du délai annoncé par le chronogramme des activités. Les listes définitives des candidats retenus pour cette première vague ne sont toujours pas publiées. Les reportages. 13 novembre 2018, Paul Biya s'adresse à la jeunesse par voie de communiqué presse, signé de Ferdinand Ngongor, ministre secrétaire général à la présidence de la République.
Dans ce document, le chef de l'État, apôtre de la nouvelle gouvernance universitaire, annonce une nouvelle qui va réjouir les chercheurs d'emploi, détenteurs d'un doctorat ou PhD. En effet, pour étoffer le personnel des universités d'État au Cameroun, le président de la République annonce un programme spécial d'enrôlement triennal de 2000 enseignants titulaires d'un doctorat ou PhD. Il s'agit là d'une mission colossale, reconnue par le professeur Jacques Famendongo, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il est strictement interdit aux éventuels candidats de déposer plus d'un dossier pour éviter des télescopages qui seraient évidemment préjudiciables à la transparence, à l'équité et à l'objectivité. La date limite de recevabilité des dossiers est fixée au 21 mai 2019. Il s'agit plus spécifiquement de recruter 1000 enseignants au cours de l'année 2019, 500 au cours de l'année 2020 et 500 au cours de l'année 2021. Et pour la réussite de cette décision présidentielle, le Premier ministre va dans la foulée signer un arrêté portant création des organes chargés de la conduite de l'opération. Il s'agit de la mise sur pied d'une commission centrale de supervision, d'un comité technique de recrutement et des commissions spécialisées de recrutement. En outre, un chronogramme d'activité est même arrêté et permet d'avoir une lisibilité sur l'opération annoncée. Seulement voilà, suivant la teneur de ce document, c'était le 31 juillet dernier que devait être rendue publique la liste des candidats définitivement admis par la commission centrale de supervision. Des listes toujours indisponibles plus d'un mois plus tard et qui ont plongé dans une certaine angoisse les postulants à cette opération de recrutement spécial du chef de l'État. Ce d'autant que selon ce même document, la mise en service des candidats définitivement retenus par les universités concernées est annoncée pour le 1er octobre 2019. Les enseignants de la maternelle et du primaire ont pris part à un séminaire pédagogique qui s'est tenu dans le foyer communautaire de Bamenjou. Il s'agit d'un séminaire pédagogique qui compte pour l'année scolaire 2019-2020 au Cameroun. Praxed de Toulou et Roston d'Ifo pour les détails. Rentrée pédagogique pour les enseignants du ministère de l'éducation de base de Mbouda, dans le département Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Ces enseignants se sont retrouvés dans la salle du foyer communautaire de Bamenjinda afin d'évaluer l'année scolaire 2018-2019, mais aussi pour s'accorder sur les nouvelles connaissances techniques pour assurer un bon encadrement aux élèves. Nous avons été suffisamment outillés pour ce qui est de la compétence. Nous avons été souvent outillés pour ce qui est de la maîtrise des nouveaux curricula. Nous avons appris que les langues de civilisation, de notre contrée doivent être apprises avec beaucoup de sérieux. Nous avons également appris qu'en rentrant, nous devons mettre en application tous ces enseignements-là, en commençant bien entendu par des nouvelles disciplines qui ont été introduites dans les nouveaux curricula. Pendant 2 jours, ces responsables des établissements maternels, primaires, publics, laïcs et confessionnels ont saisi ces tribunes pour égrener un chapelet de doléances, parmi lesquelles les effectifs pléthoriques dans les salles de classe à raison de l'afflux des déplacés issus des régions en crise. Cette année, nous sommes en train d'insister sur les nouvelles disciplines du programme, entre autres l'enseignement des langues et cultures nationales et surtout le développement personnel. Il est question ici d'outiller les enseignants, leur donner les moyens d'enseigner cette nouvelle discipline aisément dans les salles de classe. 3 semaines après la rentrée scolaire, cette rencontre de ce maillon de la communauté éducative a aussi été le lieu pour ces derniers de prendre la ferme résolution de s'investir davantage à donner le savoir aux apprenants pour une bonne rentrée scolaire 2019-2020. Un incendie a soufflé plusieurs boutiques au marché Mbopi de Douala. Selon les premières informations recueillies sur les lieux, les sinistrés évoquent la perturbation du courant électrique qui serait à l'origine d'un court-circuit. Les précisions de Jean-Jamais Yadna et de Christian Tampou. Une épaisse fumée blanche se dégageait jusqu'à ce lundi 23 septembre 2019 dans l'une des boutiques sinistrées du marché Mbopi
dans le premier arrondissement de la ville de Douala. L'incendie qui s'est produit dans l'après-midi de ce dimanche 22 septembre au marché Mbopi à Douala, l'un des plus vastes dans la sous-région Afrique centrale, a consumé environ 7 boutiques dans le rayon des marchandises fabriquées en matière plastique et la papeterie. Hier à 15h, hier à 16h, on m'a appelé au marché. Pourquoi? On m'a appelé hier à 15h que ça ne va pas au marché. Si vous trouvez que ça avait presque détruit mon magasin, que le fait a commencé sur mon magasin. Tout est abîmé là. On ne voit pas comment on doit faire sortir les choses là. Donc je n'ai rien récupéré en haut dans le magasin. Donc ça a commencé, les gars disent que ça a commencé à 14h. Ils se sont battus, la boutique de mon voisin ici. Ils se sont battus, ils ont cassé la porte. Avant de casser la porte, ça avait pris la toiture. C'était pas les niveaux. C'est avant que le sapin ne vienne, ça avait pris toute la partie du haut. Encore un incendie au marché Mbopi à Douala. Et si certains commerçants sinistrés ont du mal à dénicher le mystère qui plane autour de ces incendies à répétition dans cet espace commercial, d'autres commerçants victimes par contre soupçonnent un court-circuit en raison de l'instabilité du courant électrique ces derniers jours dans ce marché. Il y a carrément là-bas devant, il ne connaît pas l'électricité. Le bâtiment là-bas, ça aussi. Là-bas derrière, il ne connaît pas combien ça coûte. Bon, vous avez perdu environ combien de choses? J'ai perdu beaucoup de marchandises, je ne peux pas estimer. J'ai perdu beaucoup parce que la marchandise, il y avait la machine pleine au magasin. Je ne peux pas estimer le montant. C'était beaucoup, la marchandise beaucoup qui s'est brûlée. Il y a beaucoup de marchandises qui s'est brûlées. Et pour éviter une éventuelle hécatombe au marché Mbopi à Douala, alerté ce dimanche, des commerçants se sont organisés pour circonscrire les flammes qui se dirigeaient vers les boutiques voisines, ce avant l'arrivée des éléments des sapeurs-pompiers. Et puis on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières. Le plus ancien voyagiste du monde, le Britannique Thomas Cook, est en faillite. Il s'agit d'un coup de massue pour l'aviation civile. Cette entité britannique employait un peu plus de 20 000 personnes. Les détails de nos confrères d'Africa News. C'est officiel, le plus ancien voyagiste du monde, Thomas Cook, est en faillite. Un véritable coup de massue pour le secteur. Tour opérateur et compagnie d'aviation, le Britannique emploie environ 20 000 personnes, dont 9 000 en Grande-Bretagne. Toutes les réservations du voyagiste, vols et séjours sont annulées et 600 000 clients en vacances dans le monde vont devoir être rapatriés. Si vous êtes à l'étranger en vacances avec Thomas Cook, vous pouvez continuer à profiter de vos vacances. L'autorité britannique de l'aviation lance un rapatriement, le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous ramènerons tout le monde au Royaume-Uni en tenant compte des dates de retour autant que possible. Les vacanciers ayant pris un séjour tout inclus n'auront rien à débourser, mais ceux ayant seulement pris un vol aller-retour pourraient devoir participer à leurs frais de retour malgré tout. L'opération de rapatriement devrait durer jusqu'au 6 octobre. Le destin de Thomas Cook s'est joué en quelques jours. Un plan de sauvetage avait déjà été accepté, mais la semaine dernière, des financements supplémentaires ont été réclamés et non trouvés. Toujours hors de nos frontières, nous évoquons à présent le procès de l'attentat de Notre-Dame raté. C'était en 2016. Ce procès s'est ouvert en effet ce lundi à Paris. Les faits se sont déroulés. C'était les 3 et 4 septembre 2016. Les détails de nos confrères d'Euronews. Le procès de l'attentat raté près de Notre-Dame s'est ouvert ce lundi à Paris. Les faits se sont produits en 2016 dans la nuit du 3 au 4 septembre. 2 femmes avaient garé une voiture remplie de bonbonnes de gaz et avaient tenté de l'incendier à Paris, dans une rue très fréquentée. L'explosion n'a pas eu lieu car les 2 femmes se sont trompées de carburant. Dans le box des accusés, Inès Madani, 22 ans, et Ornella Gilligman, 32 ans. Toutes 2 voulaient faire un carnage près de Notre-Dame selon l'expression des magistrats instructeurs.
Le deuxième intérêt de ce procès, c'est qu'il met en avant le rôle trop souvent méconnu, sous-estimé, voire nié par certains observateurs, des femmes dans la radicalisation, dans le fanatisme et dans la capacité de passage à l'acte terroriste. Les femmes islamistes sont aussi dangereuses que les hommes terroristes islamistes. Au total, 5 femmes sont jugées pour avoir participé à divers degrés au projet d'attentat. Mais une personne manque dans ce procès, Rachid Kassim. Ce propagandiste du groupe État islamique, probablement mort en Irak, est jugé par défaut pour avoir été l'instigateur de l'attaque. 4 des 5 femmes jugées encourent la prison à perpétuité. Ce dossier est le premier à être renvoyé aux assises depuis la vague d'attentats qui a touché la France à partir de 2015. En sport, les émissaires de la Confédération africaine de football sont attendus au Cameroun demain mardi. Ils viennent toucher du doigt l'état d'avancement des différents chantiers liés à l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Des chantiers qui ont été visités il y a quelques jours par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi. Les détails de Zobel Apollinaire Bon. Ce sont des chantiers prêts à être livrés dans les délais que vont visiter les émissaires de la Confédération africaine de football dès ce mardi. Le satisfecit manifesté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique lors de sa récente descente dans les différents chantiers permet au Cameroun d'être confiant. À Douala, par exemple, le stade de Japoma affiche déjà fière allure et est susceptible d'abriter des rencontres internationales. L'entreprise en charge des travaux de construction du stade est en train de tout mettre en œuvre pour que les voies d'accès soient au point. Et on note une avancée considérable. Le stade annexe de Bepanda, celui de la réunification, le stade de Mbappé-Lépiche et le stade de Bodamoussadi n'ont plus besoin qu'une dernière touche des experts. Les établissements OT10, visités par le professeur Narcisse Mouelekombi à Douala, sont progressivement en train de se conformer au standing exigé par la Confédération africaine de football. À Bafoussam et plus précisément au stade municipal de Bamenzi, le taux d'avancement des travaux est de 95%. La toiture est déjà en place, les chaises ainsi que les pylônes d'éclairage sont installés. Les vestiaires sont entièrement équipés. Au stade municipal de Bouddha, les ouvriers travaillent pour fixer la charpente et poser les chaises au niveau des 2 tribunes. Reste l'aménagement des emprises du stade et des parkings. Au stade municipal de Bafoussam, tout est fin prêt. Au niveau de l'aéroport, si la barrière est déjà construite, restent les travaux de balisage de la piste d'atterrissage. En ce qui concerne les infrastructures routières, beaucoup reste encore à faire, surtout en ce qui concerne la route reliant Bafoussam à Bamendiou. À Garoua, il manque la pose des gazons sur les stades d'entraînement de Djoumassi Régri et Pumpumri. Le stade Rumdeadja est déjà presque opérationnel. Pour ce qui est des hôtels, celui de 70 chambres au quartier Plateau ne présente aucune inquiétude. Seul l'hôtel de 100 chambres, retiré à l'entreprise Prime Protomac, a vu ses travaux être arrêtés. À Yaoundé, dans la capitale politique, les travaux avancent également à pas de géant. Et même si les inspecteurs de la Confédération africaine de football n'auront pas la même vision des choses que les autorités en charge du football camerounais, la visite qui commence ce mardi pourrait juste être ponctuée de quelques recommandations pour que les angles soient totalement arrondis avant le jour dit. Les finalistes de la Coupe régionale de volleyball pour l'ouest du Cameroun sont connus. Ils ont obtenu leur ticket qualificatif au terme des demi-finales qui se sont disputées le week-end dernier. Une fois de plus, Zobel Apollinaire Bon sur des images d'Herbert Kwamo. Pour le compte des demi-finales de cette coupe régionale de volleyball, le complexe multisport de Bafoussam a abrité 8 rencontres en éliminatoire direct. Dans la catégorie junior filles, l'équipe de Jubanto de Baganti a battu la formation des Dynamiques Nouvelles de Bafoussam sur le score de 2-7 à 1. Nous sommes très contents comme nous avons gagné ce match. Le match était très bien, on s'est battu, on a eu confiance en nous et on a eu un bon esprit d'équipe. Et je dis d'abord merci à mon coach puisque sans lui nous ne serons pas à ce niveau. Arc-en-ciel de Bafoussam quant à lui a eu le dessus sur Senyora de Bafoussam sur le score de 2-7 à 0. Ainsi, pour ce qui est de cette catégorie, la finale va opposer l'équipe de Arc-en-ciel
à celle de Juimanto. Dans la catégorie junior monsieur, Dynamique Nouvelle bat Arc-en-Ciel par 2-7-0 et Juimanto prend le dessus sur Noun Volleyball sur ce même score de 2-7-0. En finale, Dynamique croisera le fer avec la formation de Juimanto. Chez les seniors, une seule rencontre a eu lieu et les deux équipes sont immédiatement qualifiées pour la finale. Il s'agit des Dynamiques Nouvelles de Bafoussam et de Légende Volleyball de Banjul. Chez les vétérans, 3 équipes ont participé à un tournoi triangulaire. Boss de Bafoussam, Boys de Bafoussam et Serafo de Tchang. Au terme de rencontres âprement disputées, les 2 finalistes ont pu être dégagés. Il s'agit de Boss de Bafoussam qui jouera contre la formation de Serafo de Tchang. Toutes ces rencontres très enlevées ont donné satisfaction au nombreux public qui a effectué le déplacement, mais aussi aux vainqueurs de cette demi-finale. Déjà la qualification c'est un succès, c'est vraiment à mettre à l'actif des enfants. Ils nous ont montré qu'ils ont bien assimilé les stratégies qu'on a eu à mettre sur pied durant ces vacances parce que c'est que vous ne savez pas, après avoir perdu le championnat à domicile chez nous à Baganté, on s'est remis au travail et on a dû revoir notre manière de jouer et ces enfants ont réussi à reproduire ce jeu aujourd'hui, ce qui a donné les résultats que nous avons aujourd'hui. Le président de la Ligue régionale de volleyball de l'Ouest s'est réjoui du bon déroulement de ces différentes rencontres avec la participation de 13 équipes venant des 7 départements sur les 8 que compte la région de l'Ouest. On est satisfait avec le nombre d'équipes qui participent à cette éliminatoire de la Coupe. Et le seul département qui n'est pas représenté ici, c'est juste parce que les encadreurs ne sont pas à point, des maladies, des petits bobos. Et nous sommes très satisfaits de ce qui se passe ici aujourd'hui. Notons que les finales se joueront le dimanche 29 septembre 2019 au complexe multisport de Bafoussam. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci pour votre bien aimable attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.